Donc, le prochain intervenant est Monsieur Jean-Luc Régnard, professeur honoraire à l'Institut Agro de Montpellier et qui va nous parler des enjeux de la pollinisation sur la production et la qualité des fruits. Bonjour à toutes et à tous. L'heure s'avance, alors c'est un peu paradoxal, mais l'exposé que je vais essayer de vous faire rejoint des thématiques qui ont été surtout développées ce matin, mais si vous avez été attentifs, vous ferez le lien sans aucun problème. Alors effectivement, j'ai été professeur à l'Agro de Montpellier. Je suis à présent retraité. J'essaye d'être actif. Je n'ai pas spécialement été spécialiste ni des abeilles ni de la pollinisation, mais juste comme un clin d'œil, je dirais à ma collègue Noël Dorion ici présente que ça a été sans doute l'un de mes premiers exposés devant mes pairs. Et en fait, il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts. Et préparer cet exposé a été une façon de revisiter des connaissances et de s'apercevoir que quelquefois on fonctionne beaucoup sur des acquis antérieurs, mais que c'est salutaire finalement de les revisiter et de vérifier que la science avance. Alors, bon, vous avez tous ça en tête, bien évidemment, pollinisation aboutissant à fécondation va aboutir, nous l'espérons, au développement des fruits à la faveur d'un phénomène qu'on appelle la nouaison et qui est en fait la réactivation de toutes les divisions dans les cellules de l'ovaire ou du réceptacle adhérent à cet ovaire qui sont promis à devenir un fruit. Alors, l'exception par rapport à la pollinisation, c'est bien sûr le phénomène de parthénocarpie, donc le développement de fruits sans graines, ou la sténospermocarpie qui existe chez le raisin, où on a l'amorce de développement de pépins qui ensuite avortent et qui permettent d'avoir des raisins secs ou frais quasiment à pyrène. Donc, j'ai proposé un exposé qui est en 3 parties assez rapide. Je vais essayer de balayer et de tenir dans le temps. La première question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les conditions pour un professionnel, mais aussi pour un amateur, de succès de la pollinisation et de ce processus qui doit finalement aboutir à la nouaison et au développement de fruits. Donc, on trouve de façon assez fréquente dans la littérature cette assertion que la production fruitière dépend de l'efficience du service de pollinisation. Il en a beaucoup été question ce matin. Je fais juste un petit focus sémantique ici. Le français ne distingue pas dans le mot pollinisateur le vecteur du pollen et l'arbre pollinisateur. De temps en temps, il y a cette confusion-là, ce que les Anglais ne font pas. Donc, le pollen produit par un arbre pollinisateur, c'est pollinators, alors que le vecteur de pollen, c'est pollinator. La réussite des processus de pollinisation et ensuite de fécondation est conditionnée évidemment par les variétés en présence, on va y revenir assez largement, par le climat, c'est venu beaucoup en question dans les débats d'aujourd'hui et aussi à la faveur des pratiques. Et à contrario, en cas de pollinisation croisée, on va observer une moindre réussite de ces processus s'il y a trop peu de pollen, c'est-à-dire pollenizer limitation, ou bien trop peu de vecteurs ou en activité insuffisante, pollinator limitation. Alors, j'ai souhaité vous montrer ceci simplement et là, en toute humilité, j'ai eu beaucoup de mal à construire ce tableau, tout simplement parce que les gammes variétales évoluent. Donc, on a parlé ce matin du pêcher comme une espèce autoféconde et pratiquement indépendante de l'activité des abeilles pour fructifier. Je pense que ça reste vrai, mais il existe des pêchers mâles stériles, je vous l'indique quand même. Pommier, poirier, il n'y a pas de véritable révolution. Je mentionnerai tout à l'heure ce qui se passe pour les variétés dites triploïdes, qui ont très peu de pollen viable, mais qui produisent des fruits très intéressants.
Le cerisier acide n'a pas changé de statut. Le cerisier à fruits doux, par contre, il y a une grosse évolution variétale en faveur de l'introduction dans les gammes variétales de cerisiers dits autofertiles. En fait, c'est une mutation qui a été sélectionnée, qui a été repérée. On sait que c'est la délétion d'un gène sur le chromosome 6, peu importe. Et cette mutation a été introduite par hybridation dans les variétés modernes. Et donc aujourd'hui, on est presque à 50-50 dans les catalogues des pépiniéristes entre des cerisiers qui nécessitent un arbre pollinisateur et des cerisiers qui sont autoféconds. Cette réalité peut évidemment beaucoup intéresser les jardiniers qui ont des petits espaces. Ensuite, l'abricotier, et je m'en tiendrai là sur cette liste, on pourrait y passer 20 minutes. L'abricotier, moi j'avais appris de mes pères et des bouquins aussi que l'abricotier européen était une espèce autocompatible, entre guillemets. Mais en réalité, à la faveur de l'hybridation réalisée par les Américains pour lutter contre un certain nombre de maladies, et notamment la charca, l'abricotier est une espèce qui est en train de devenir, là aussi, 50-50, variété autocompatible ou non. Voilà, donc si vous voulez, je vous invite aussi, pour ceux qui s'intéressent aux fruitiers ou qui veulent en planter, à être extrêmement attentifs sur les catalogues, à vérifier absolument si les variétés sont autocompatibles ou non. Alors, j'ai signalé sur ce tableau également, on le voit, je pense, c'est pas ça qu'il fallait faire non plus. Donc normalement il y a un point rouge, mais je ne le vois pas. Sur la première colonne de ce tableau, vous avez la notion d'hermaphrodisme qui est bien sûr ce qui est le plus fréquent, mais vous avez les situations de monoétie. Merci. Les situations de monoétie qui sont fréquentes chez les arbres forestiers qui ont été présentées ce matin également. Je reparlerai du châtaignier et du noyer dans un instant. Et les cas de dioétie, parmi lesquels je m'attarderai aussi sur une diapositive finale sur le cas de l'actinidia qui est tout à fait singulier. Alors, l'auto-incompatibilité, pour les professionnels, évidemment, milite sur la nécessité d'une pollinisation croisée qu'on va essayer d'encadrer avec l'introduction d'arbres pollinisateurs et aussi d'insectes pollinisateurs au moment opportun. Alors, si on regarde, je reviens avec quelques photographies ici de microscopie électronique, cette fois-ci en fluorescence. Simplement pour indiquer ici sur le petit dé de la figure, vous avez un tube pollinique qui arrête sa croissance dans les tissus du style. Et c'est ça la manifestation principale de l'auto-incompatibilité dite gamétophytique qu'on va rencontrer chez les solanés, chez les rosacées, etc., et qui fait que l'allopollen est largement préféré à l'autopollen. Donc, cet autopollen va être bloqué dans sa progression, ce qui fait que l'allopollen va favoriser finalement l'allofécondation. Donc, c'est quelque chose ici qui a été photographié sur l'abricotier. Ensuite, j'ai mis dans le livret qui a été distribué aux participants de cette journée cette énorme figure qui n'est pas très lisible ni à l'écran ni sur le papier, mais qui est simplement une reprise d'un catalogue de pépiniéristes pour vous convaincre qu'aujourd'hui, on a dans le catalogue des cerisiers à fruits doux cultivés un certain nombre de variétés qui sont autofécondes. Un échange récent avec un chercheur collègue INRA à Bordeaux m'a également souligné le fait que ces variétés peuvent être utilisées en tant que donneurs universels de pollen. Et ça, évidemment, c'est très intéressant. Alors, il n'y a que 50% du pollen qui peut-être va germer, mais l'altération de l'allèle S4 qui est devenu S4 astérisque fait que ce pollen, en fait, ne va pas être bloqué dans sa progression et on a sans doute 50% du pollen
au moins qui est potentiellement fécondant. Donc si on fait un zoom, on va avoir deux situations finalement chez le cerisier à fruits doux. D'une part, des variétés qui, si elles portent les mêmes allèles d'incompatibilité, c'est cerclé en rouge ici, ne pourront pas être croisées entre elles. Et donc en arboriculture, on parle de groupes d'inter-incompatibilité. Je me permets de le signaler parce que chez le pommier en particulier, il y a aussi comme ça des groupes, tout un ensemble de variétés. Vous les mettez ensemble, mais il se passera rien sur le plan de la fécondation, tout simplement parce qu'elles ont les mêmes allèles. Et à contrario, si au moins un des allèles, si au moins un des allèles est différent, c'est le cas de ce qui est cerclé en vert ici, on va avoir potentiellement 50% de pollen fécondant. Alors, j'ai voulu vous parler un tout petit peu de cette vieille notion apparue dans les années 60 qu'on appelle la notion de période de pollinisation effective. Alors, à la fois, elle est très théorique, mais en même temps, elle a quand même une application pratique qu'on reverra dans un instant. C'est que, en fait, la durée de réceptivité du stigmate est limitée dans le temps. La durée de vie du pollen et sa capacité à prendre de l'énergie dans sa progression dans les tissus du style est peut-être aussi quelquefois un peu limitée. Et la durée de vie des ovules eux-mêmes est aussi limitée. Donc, le phénomène de fécondation s'inscrit dans une temporalité qui est bornée. Elle est bornée à son point de départ par le début de l'anthèse, c'est-à-dire de la libération du pollen, et elle est bordée à la fin par la réceptivité de l'ovule. Et la question que je me suis posée, c'est quel est potentiellement l'effet du climat sur l'évolution de cette période de pollinisation. Et donc, si on redessine le schéma, on voit par exemple qu'on pourrait avoir une situation où la réceptivité stigmatique va se raccourcir dans le temps, soit parce que les températures sont plus élevées, soit parce qu'il fait très sec, soit parce qu'il y a du vent, etc. On peut raisonner de la même façon vis-à-vis des ovules et on peut émettre l'hypothèse que le changement climatique a un effet non neutre sur la réceptivité d'une fleur en particulier. Par contre, comme à l'échelle de l'individu qui est soumis à la pollinisation, il y a toute une cohorte de fleurs et tout un ensemble de fleurs qui ne sont pas tout à fait dans la même phénologie, on peut espérer qu'il y a des phénomènes de compensation qui peuvent permettre malgré tout d'échapper à ces phénomènes délétères. Je signale également sur cette diapositive une notion importante qui est la notion de qualité des fleurs. La qualité des fleurs, c'est quelque chose qui se prépare en amont. Vous le savez certainement, les fleurs des arbres fruitiers se forment durant l'été ou à la fin de l'été qui précède, et toutes les conditions de nutrition, de retour de l'azote des feuilles vers les bois, etc., tout ça vient nourrir un stock de réserve qui va contribuer finalement à la qualité de ces floraisons. Donc tous les soins qu'on peut faire à un arbre en amont de la pollinisation, ça va aussi être favorable à la durée de vie des fleurs et à la fécondation in fine. Ensuite, par rapport toujours à un point de sémantique, on parle de façon quelquefois confuse de taux de nouaison et de fructification. Là, ce sont les Anglais qui ont un peu tort puisqu'ils disent fruit set dans tous les cas, si je dis pas de bêtises. En fait, ce qui frappe, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de fleurs fécondées pour avoir une bonne récolte de fruits. Mais encore faut-il que ce taux soit atteint. Donc, quelquefois, il peut être limitant. Je prendrai un seul exemple par rapport aux visites des insectes pollinisateurs. Bon, j'ai pris ça un petit peu au hasard, je reconnais, dans une publication assez récente de Garath, et qui montre que finalement, on peut pas du tout négliger, même en verger cultivé, les visites et les fréquences de visites des bourdons,
des abeilles maçonnes à côté des abeilles domestiques qui sont introduites. Par contre, il semble que les cirfes, dans le cas du pommier, seraient de moindre intérêt en tant qu'insectes pollinisateurs. Alors justement, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre ces connaissances dans le cadre de la production? Comment est-ce qu'on va finalement essayer de favoriser la vie des pollinisateurs dans cet espace? Alors, je vais raisonner à deux niveaux. Vous avez le verger professionnel, FNSEA ou pas, hein, d'accord. Et puis à côté de ça, il y a aussi des arboriculteurs bio, bien sûr. Et puis le verger d'amateurs qui compte beaucoup moins d'arbres. Donc le verger professionnel, lui, va s'appuyer sur la présence de ruches qui peuvent être à demeure s'il est un peu apiculteur lui-même, ou bien il va avoir affaire à la location de ruches. On n'a pas parlé de cette notion aujourd'hui, mais c'est intéressant. Si un syndicat d'apiculteurs avait été représenté, il aurait pu témoigner éventuellement de l'intérêt que représente pour l'apiculteur le fait de gagner quelques sous, je dirais, sur le fait de louer des ruches, même si ça lui demande beaucoup de travail, pour les déplacer, pour les mettre en place, pour les reprendre, et ainsi de suite. Comptez entre 50 et 150 euros par ruche quand même, ou par hectare, excusez-moi. Quant au nombre de ruches, c'est très variable en fonction de la phénologie. On parle beaucoup de l'amandier. En ce moment, en France, il y a un renouveau. L'amandier fleurit très tôt. Il y a peu d'insectes très actifs à cette époque-là. Donc là, il faut surdoser. Il faut mettre 6 à 8 ruches hectares. Si vous pollinisez des variétés qui fleurissent tard, mettons des pommes tardives, avec 2 à 3 ruches, vous avez largement suffisamment. Et pour l'amateur, eh bien, c'est simplement parce que c'était visuel et que c'est le site Jardiner Autrement que vous connaissez bien tous qui a diffusé ceci. Bien sûr, les hôtels à insectes, au même titre que l'ensemble des infrastructures agroécologiques, peuvent être des lieux d'intérêt pour la nidification, le maintien d'insectes sociaux ou non, et d'insectes sauvages également. Alors, une question survient tout de suite. Est-ce qu'on peut s'en remettre à la nature entièrement? J'aurais tendance à dire non. La nature, il faut essayer de l'aider un petit peu quand même. Est-ce qu'on peut compter sur le voisinage? Ça, c'est une question qui pour moi n'est pas claire. Donc c'est vrai que si à 20 mètres de votre jardin, votre voisin a un cerisier Edelfingen, que vous avez un burla, bon, a priori, ils vont pouvoir s'interféconder. Il y a des abeilles qui connaissent pas les murs de séparation entre les jardins, mais dès que la distance devient trop importante, on peut plus vraiment compter sur ce voisinage. L'arrangement spatial des vergers, donc je reviens ici dans le cadre professionnel, la parcelle monovariétale, c'est le plus mauvais exemple. Parce que ça veut dire que le pollen vient d'on ne sait pas où, ou alors il est apporté avec un distributeur sur la ruche. Il vaut évidemment mieux déjà pratiquer des rangs alternés, c'est ce que font beaucoup de professionnels, et la situation de mixture totale est évidemment la plus intéressante. Pour le pommier, pour le poirier, potentiellement, il existe des pollinisateurs ornementaux, qui sont pas de la même espèce botanique. Ça peut être des Malus floribonda au lieu d'être des Malus domestiques. Ils n'en sont pas moins fécondants pour les variétés cultivées. Alors le gros intérêt, un petit développement, une très grande floribondité, une rusticité à toute épreuve, et puis une floraison régulière d'année en année. Et quand on cueille les fruits, on risque pas de les confondre, parce que par exemple Everest, ça fait des fruits qui sont gros comme l'extrémité du pouce. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une variété à mauvais pollen? Vous êtes des grands amateurs, j'en suis sûr, de rainettes du Canada. Vous avez beau planter
un très joli pommier pollinisateur juste à côté, ça va pas marcher. Ça va pas marcher pour l'arbre pollinisateur. Parce qu'en fait, Rainette blanche du Canada n'a pas de pollen viable, ou très peu. Environ 10 à 15%. Donc en fait, la solution ici, c'est de mettre plusieurs variétés pollinisatrices qui vont pouvoir s'interféconder et féconder, bien sûr, la rainette du Canada. Ensuite, j'ai pas encore évoqué le cas de dichogamie. Donc, vous l'avez vu sur le grand tableau, un certain nombre d'espèces, et notamment les fruitiers forestiers, que sont le noisetier, le châtaignier, etc., sont des espèces dichogames, donc à sexes séparés sur le même pied. Alors, le plus simple, c'est le noyer. Pourquoi il est plus simple? D'abord parce qu'il est potentiellement autofécond. Ça, c'est quand même intéressant. Donc, si d'aventure les deux floraisons coïncident temporellement, il peut s'autoféconder. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a des variétés qui sont protogynes, donc sexualité femelle en premier, ou d'autres qui sont protandres, c'est-à-dire où l'anthèse, la dispersion et la libération du pollen vont intervenir plus tôt. Encore que ça puisse dépendre du climat sous lequel on cultive la variété. Et donc, en pratique, on va soigner la pollinisation en mettant plusieurs variétés pollinisatrices couvrant une large période de floraison. Alors, je me dépêche sur le signal de Marianne très, très gentiment. Il me faut deux minutes pour terminer, si vous permettez. En cas de dioécie, eh bien là, c'est plus simple. On a des pieds mâles et des pieds femelles, donc on n'a qu'une seule solution théorique, c'est d'introduire des pieds mâles dans le verger femelle. Et en plus, il faudra mettre des abeilles, bien sûr. Alors le châtaignier, alors je suis prêt à communiquer à toute personne qui serait intéressée d'un lot de publications absolument magnifiques qui ont été produites par les chercheurs qui sont un peu à l'interface entre le fruitier et le forestier concernant les espèces châtaigniers, dans lequel il n'y a pas que l'espèce sativa, mais il y a aussi des hybrides qui sont en culture. Donc le châtaignier accumule a priori un certain nombre de handicaps naturels. Retenez quand même qu'il est duodicogame, c'est-à-dire qu'il a deux périodes d'émission du pollen, donc ça le sécurise plutôt, sauf qu'il est auto-incompatible. Et donc là aussi, il faut croiser avec d'autres variétés. Et la question qui survient et qui peut être débattue, c'est est-ce que l'environnement forestier, par exemple, peut contribuer ou non à venir en appui à une situation de fécondation chez soi. Je vais laisser ça de côté parce que je l'ai déjà un petit peu dit. Je voudrais juste terminer par les conséquences de la pollinisation par rapport à la formation du rendement et par rapport à la qualité. Donc, le taux de nouaison va déterminer le nombre d'organes qui vont se développer, donc le nombre de fruits. Le grossissement du fruit va déterminer le poids individuel et le produit des deux va donner un rendement. Si on prend l'exemple du kiwi, vous en mangez chaque matin, j'espère. Est-ce que vous avez une idée du nombre de semences qu'il peut abriter? Un fruit de kiwi bien fécondé. Oui, jusqu'à 1500, c'est exact. Donc, on sait chez le kiwi qu'il y a une corrélation relativement étroite entre le nombre de semences formées et le développement d'un beau fruit. Bon, je vais pas rentrer sur les tableaux, mais dire que dans le cas du kiwi, on a une spécificité qui lui est propre, c'est que les jolis stigmates qu'on a vus tout à l'heure sur la photo sont extrêmement fragiles. Ils ont une durée de vie d'à peu près 4 jours. Donc, si on pollinise pas au bon moment, on va à l'échec. Donc ça veut dire qu'il faut que la variété mâle présente soit pile poil sur le début de floraison des fleurs femelles, ou bien d'avoir plusieurs mâles qui vont couvrir une période un peu plus large, ou bien, comme on le verra, d'utiliser des moyens artificiels. Pollinisation et qualité, sans trop détailler, je dirais bien sûr chez la pomme, chez la poire,
Quand vous avez une bonne fécondation, le fruit est bien sphérique. Et quand vous avez une mauvaise fécondation, le fruit devient dissymétrique, tordu et atypique. Ça nous gênera pas beaucoup en tant que jardinier. Ça gêne beaucoup plus le professionnel. Mais outre la forme du fruit, vous avez la teneur en calcium qui va s'améliorer avec le nombre de pépins, les maladies de conservation qui seront moins fréquentes, la fermeté du fruit qui va être mieux préservée, etc. Voilà, et puis je voudrais juste terminer, alors ça c'est l'image choc, parce qu'on a beaucoup parlé d'abeilles. Alors il faut que vous représentez, lorsque vous allez en Nouvelle-Zélande, vous voyez des vergers qui sont conduits en pergola, et à l'époque des floraisons, les fleurs pendouillent sous le feuillage. Vous pouvez introduire des ruches, vous pouvez introduire des pollinisateurs, il n'en reste pas moins quand même que la rencontre des deux sexes n'est pas si facile que ça. Et les Néo-Zélandais qui sont à la recherche de la performance, puisque pour eux, l'industrie du kiwi, c'est une industrie d'exportation, ont monté des firmes d'abord de collecte de culture de variétés mâles et de culture du pollen et de conditionnement du pollen. Ce sont les flacons que vous avez en haut. Et vous avez 3 ou 4 firmes au moins qui développent des moyens motorisés, éventuellement robotiques, pour faire un duster sous la pergola. Donc cette fois-ci, on est bien en parcelle monovariétale et on projette du pollen sous les fleurs femelles à 4 reprises en moyenne pour être certain de couvrir et d'avoir les kiwis néo-zélandais que l'on connaît bien ici évidemment. Voilà, donc en conclusion, la pollinisation c'est un sujet a priori rebattu, mais en fait d'intérêt constamment renouvelé. Évidemment, il y a d'innombrables publications, vous l'avez vu au travers de l'audition des personnes qui m'ont précédé. Attention à la qualité variable de ces publications. Pour celui qui surfe sur Internet, on trouve pas mal de contre-vérités. L'évolution des gammes variétales, qui est une façon de repositionner les questions. J'ai pas assez insisté, pratique à bénéfice double arboriculteur-apiculteur. Quand on se situe dans le monde professionnel, il y a des chartes qui sont signées dans le cadre de l'interprofession. Voilà, essayer de mesurer la valeur écologique et économique du service de pollinisation. Développement de la pollinisation artificielle, j'aurais dû rajouter peut-être un point d'interrogation. Et puis dans les sujets connexes à suivre, l'effet des changements climatiques. Et je vous pose juste une question. Quand vous avez une variété qui donne son pollen, une variété receveuse, est-ce que le fait d'avoir par exemple un hiver doux ou un printemps qui s'éternise, etc., n'est pas de nature à disjoindre la temporalité et à rendre la rencontre des sexes impossible? C'est une question à laquelle pour l'instant on n'a pas de réponse en termes de synchronisme. Donc on est en pleine interrogation. Et puis autre interrogation, ça m'a bien intéressé aussi. Que se passe-t-il quand on a des cultures dites compétitrices à côté d'un verger en fleurs? Le colza, le pissenlit, tout ça, ça attire les abeilles. Mais en fait, si les deux cultures sont menées en bonne intelligence, il semblerait que les abeilles sauvages viennent butiner dans les pommiers et que les abeilles domestiques que vous introduisez dans le pommier viennent volontiers butiner sur le colza aussi. Je vous remercie de votre attention.